Bonjour, je vais vous proposer dans cette première vidéo l'introduction au chapitre H5, La guerre froide, un monde bipolaire, de 1945 à 1989. On va faire une première activité, sa correction et la synthèse à distance cette semaine, et on reprendra la semaine prochaine en classe les cours, et du coup ce chapitre qu'on continuera en présentiel. Je vous demanderai pas de déposer le travail sur un casier de collecte. Je vérifierai directement la semaine prochaine en classe que le travail est fait. Pour ce chapitre, je vais vous demander de prendre la fiche d'objectif H5 que je vous ai distribuée et donc de la coller sur une nouvelle page de votre cahier pour pouvoir commencer le chapitre. Avant de commencer la première mise en activité, je vais reprendre un événement historique, ou plutôt un document historique. On va partir de ce document, se noter une petite introduction, et ensuite on écrira le grand 1 et la première mise en activité. Donc pour l'instant, la première chose à faire, c'est simplement et uniquement de coller la fiche d'activité. Ce qu'on appelle la guerre froide, vous pouvez le surligner dans la fiche d'objectif, pardon, pas fiche d'activité. Ce qu'on appelle la guerre froide, c'est la période de tension que certains considèrent commencer en 1947 et terminer en 91 entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, mais sans conflit armé direct entre les États-Unis et l'URSS. En réalité, je vous ai proposé des bornes chronologiques plus larges pour ce chapitre, parce que je veux vous montrer dès le début que, en réalité, ça commence un petit peu avant. On s'était arrêté en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans notre chapitre. La guerre froide commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous avais même déjà expliqué que l'événement qui marque vraiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le bombardement nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Ce bombardement nucléaire ne vise pas uniquement en réalité à faire capituler le Japon, mais déjà, de la part des États-Unis, de montrer au monde, et plus particulièrement aux soviétiques, qu'ils maîtrisent l'arme nucléaire, et que donc cette maîtrise de l'arme nucléaire leur donne un rôle de superpuissance qu'ils veulent incontestable. Vous avez ici une photographie, cette photographie est une photographie qui a été prise à Yalta en Ukraine. On y voit Winston Churchill, le Premier ministre britannique, qui est plus tout jeune. On y voit Franklin Roosevelt, qui lui-même n'est plus tout jeune. Ces deux commencent à être un petit peu âgés. Ils vont prendre leur retraite quelques semaines plus tard. Et enfin, on y voit Staline, qui est président du Conseil des commissaires du peuple de l'Union soviétique, c'est-à-dire le chef de l'Union soviétique. Que font-ils ensemble en Ukraine à Yalta? Eh bien, ils sont en train de parler de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ils ne sont pas en train de parler uniquement de la résolution du conflit, mais de la gestion du monde dans l'après-conflit. On est donc en Ukraine, en Europe de l'Est, à la frontière russe, et ces dirigeants cherchent à trouver un nouvel équilibre mondial après cette Seconde Guerre mondiale. On va donc s'intéresser à ce chapitre comment s'organisent les relations internationales après 1945 et pourquoi le monde se divise-t-il. On va utiliser donc la fiche d'objectif comme je vous l'ai dit et vous pouvez d'ores et déjà me surligner dans cette fiche d'objectif le terme de guerre froide que je vois ici. Je vous propose de lire un extrait du rapport de la conférence de Yalta pour introduire ce chapitre. Le Premier ministre de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le Premier ministre du Royaume-Uni et le président des États-Unis d'Amérique se sont consultés dans l'intérêt commun des peuples de leurs pays respectifs et de ceux de l'Europe libérée. Ils déclarent ensemble leur volonté commune de mettre en accord, pendant la période temporaire d'instabilité de l'Europe libérée, les politiques de leurs trois gouvernements. L'établissement de l'ordre en Europe et la reconstruction de la vie économique nationale devront être réalisés par ces voies qui permettront aux peuples libérés de détruire les derniers vestiges du nazisme et du fascisme et de créer les institutions démocratiques de leur voie. Tel est le principe de la Charte de l'Atlantique, droit de tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous lequel ils désirent vivre, restauration des droits souverains et de l'autonomie chez les peuples des pays agresseurs que les pays agresseurs en ont privé par la force. Extrait du rapport de la conférence de Yalta du 3 au 11 février 1945.
Que disent ces deux paragraphes? Le premier paragraphe dit que, de manière temporaire, les gagnants de la guerre vont organiser délibérément, sans consulter qui que ce soit, le monde, dans l'objectif de rétablir une forme de stabilité. Ils disent bien pendant la période temporaire d'instabilité. Dans la deuxième partie, ils disent que pour eux, l'objectif, c'est que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit s'appliquer, et tant que les pays ne sont pas prêts et n'ont pas les conditions pour mettre en place un système démocratique, ils doivent être gouvernés. On veut éviter de recréer des années 30 comme après la Première Guerre mondiale. Dans cette optique, vous pouvez voir dans votre manuel page 112, l'Allemagne va être divisée non pas en 3 zones, mais en 4 zones d'occupation. Une zone soviétique, qu'on voit ici en rouge, une zone américaine, qu'on voit ici dans une teinte bleue, une zone britannique, je les ai inversés, excusez-moi, une zone britannique ici, une zone américaine là, et enfin, des petites zones qui vont être accordées à la France, qui est invitée à la table de négociation, car comme je vous le disais, même si la France n'est pas un gagnant de la Seconde Guerre mondiale, on ne veut pas ostraciser la France, se la mettre à dos, et surtout, on veut s'appuyer sur elle pour reconstruire l'Europe. La France va donc être invitée à la table des vainqueurs dans le camp des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Vous pouvez noter en introduction que dès le début de l'année 1945, les Alliés se réunissent lors de plusieurs conférences pour préparer l'après-guerre. La conférence de Yalta en Crimée, en Ukraine, réunit les 3 grands vainqueurs qui s'entendent sur le sort de l'Allemagne. Le territoire allemand est divisé en 4 parties respectives occupées par le Royaume-Uni, les États-Unis, l'URSS et la France, afin d'y procéder à, je cite, une dénazification. Une fois que vous aurez noté cette introduction, vous pouvez me noter en grand 1 quelles sont les raisons de la division du monde après 1945. Une fois que vous aurez noté ce grand 1, vous pouvez me coller cette activité que je vous ai distribuée dans un des corpus documentaires et me faire les questions 1 à 4 dont je vous déposerai la correction ainsi que la synthèse très probablement demain. Bonjour, je vais vous proposer dans cette première vidéo l'introduction au chapitre H5, La guerre froide, un monde bipolaire, de 1945 à 1989. On va faire une première activité, sa correction et la synthèse à distance cette semaine, et on reprendra la semaine prochaine en classe les cours, et du coup ce chapitre qu'on continuera en présentiel. Je vous demanderai pas de déposer le travail sur un casier de collecte, je vérifierai directement la semaine prochaine en classe que le travail est fait. Pour ce chapitre, je vais vous demander de prendre la fiche d'objectif H5 que je vous ai distribuée et donc de la coller sur une nouvelle page de votre cahier pour pouvoir commencer le chapitre. Avant de commencer la première mise en activité, je vais reprendre un événement historique, ou plutôt un document historique. On va partir de ce document, se noter une petite introduction, et ensuite on écrira le grand 1 et la première mise en activité. Donc pour l'instant, la première chose à faire, c'est simplement et uniquement de coller la fiche d'activité. Ce qu'on appelle la guerre froide, vous pouvez le surligner dans la fiche d'objectif, pas fiche d'activité, ce qu'on appelle la guerre froide, c'est la période de tension que certains considèrent commencer en 1947 et terminer en 91 entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, mais sans conflit armé direct entre les États-Unis et l'URSS. En réalité, je vous ai proposé des bornes chronologiques plus larges pour ce chapitre, parce que je veux vous montrer dès le début que, en réalité, ça commence un petit peu avant. On s'était arrêté en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans notre chapitre. La guerre froide commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous avais même déjà expliqué que l'événement qui marque vraiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le bombardement nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Ce bombardement nucléaire ne vise pas uniquement en réalité à faire capituler le Japon, mais déjà, de la part des États-Unis, de montrer au monde, et plus particulièrement aux soviétiques, qu'ils maîtrisent l'arme nucléaire, et que donc cette maîtrise de l'arme nucléaire leur donne un rôle de superpuissance qu'ils veulent incontestable.
Vous avez ici une photographie. Cette photographie est une photographie qui a été prise à Yalta, en Ukraine. On y voit Winston Churchill, le Premier ministre britannique, qui est plus tout jeune. On y voit Franklin Roosevelt, qui lui-même n'est plus tout jeune. Ces deux commencent à être un petit peu âgés. Ils vont prendre leur retraite quelques semaines plus tard. Et enfin, on y voit Staline, qui est président du Conseil des commissaires du peuple de l'Union soviétique, c'est-à-dire le chef de l'Union soviétique. Que font-ils ensemble en Ukraine à Yalta? Eh bien, ils sont en train de parler de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ils ne sont pas en train de parler uniquement de la résolution du conflit, mais de la gestion du monde dans l'après-conflit. On est donc en Ukraine, en Europe de l'Est, à la frontière russe, et ces dirigeants cherchent à trouver un nouvel équilibre mondial après cette Seconde Guerre mondiale. On va donc s'intéresser à ce chapitre: comment s'organisent les relations internationales après 1945 et pourquoi le monde se divise-t-il. On va utiliser donc la fiche d'objectif comme je vous l'ai dit, et vous pouvez d'ores et déjà me surligner dans cette fiche d'objectif le terme de guerre froide que je vois ici. Je vous propose de lire un extrait du rapport de la conférence de Yalta pour introduire ce chapitre. Le Premier ministre de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le Premier ministre du Royaume-Uni et le président des États-Unis d'Amérique se sont consultés dans l'intérêt commun des peuples de leurs pays respectifs et de ceux de l'Europe libérée. Ils déclarent ensemble leur volonté commune de mettre en accord, pendant la période temporaire d'instabilité de l'Europe libérée, les politiques de leurs trois gouvernements. L'établissement de l'ordre en Europe et la reconstruction de la vie économique nationale devront être réalisés par ces voies qui permettront aux peuples libérés de détruire les derniers vestiges du nazisme et du fascisme et de créer les institutions démocratiques de leur voie. Tel est le principe de la Charte de l'Atlantique, droit de tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous lequel ils désirent vivre, restauration des droits souverains et de l'autonomie chez les peuples des pays agresseurs, que les pays agresseurs en ont privé par la force. Extrait du rapport de la conférence de Yalta du 3 au 11 février 1945. Que disent ces deux paragraphes? Le premier paragraphe dit que, de manière temporaire, les gagnants de la guerre vont organiser délibérément, sans consulter qui que ce soit, le monde, dans l'objectif de rétablir une forme de stabilité. Ils disent bien pendant la période temporaire d'instabilité. Dans la deuxième partie, ils disent que pour eux, l'objectif, c'est que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit s'appliquer, et tant que les pays ne sont pas prêts et n'ont pas les conditions pour mettre en place un système démocratique, ils doivent être gouvernés. On veut éviter de recréer des années 30 comme après la Première Guerre mondiale. Dans cette optique, vous pouvez voir dans votre manuel page 112, l'Allemagne va être divisée non pas en 3 zones, mais en 4 zones d'occupation. Une zone soviétique, qu'on voit ici en rouge, une zone américaine, qu'on voit ici dans une teinte bleue, une zone britannique, je les ai inversés, excusez-moi, une zone britannique ici, une zone américaine là, et enfin, des petites zones qui vont être accordées à la France, qui est invitée à la table de négociation, car comme je vous le disais, même si la France n'est pas un gagnant de la Seconde Guerre mondiale, on ne veut pas ostraciser la France, se la mettre à dos, et surtout, on veut s'appuyer sur elle pour reconstruire l'Europe. La France va donc être invitée à la table des vainqueurs dans le camp des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Vous pouvez noter en introduction que dès le début de l'année 1945, les Alliés se réunissent lors de plusieurs conférences pour préparer l'après-guerre. La conférence de Yalta en Crimée, en Ukraine, réunit les 3 grands vainqueurs qui s'entendent sur le sort de l'Allemagne. Le territoire allemand est divisé en 4 parties respectives occupées par le Royaume-Uni, les États-Unis, l'URSS et la France, afin d'y procéder à, je cite, une dénazification. Une fois que vous aurez noté cette introduction, vous pouvez me noter en grand 1 quelles sont les raisons de la division du monde après 1945. Une fois que vous aurez noté ce grand 1, vous pouvez me coller cette activité que je vous ai distribuée dans un des corpus documentaires,
et me faire les questions 1 à 4, dont je vous déposerai la correction ainsi que la synthèse très probablement demain. Voilà.